Le droit à la confidentialité est un des droits les plus importants à considérer dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pas à n'importe qui que ces informations-là peuvent être transmises, sauf lorsqu'il est nécessaire ou qu'on considère que l'enfant est en danger ou que ça porte atteinte à sa santé physique, psychologique, même spirituelle. Les personnes, dans le fond, qui peuvent avoir accès à des informations confidentielles en cas de risque ou si on croit que la personne est en danger, ce sont soit la famille d'accueil qui représente, qui accueille en fait le jeune. On peut considérer aussi que les personnes, organismes ou établissements dans lesquels le jeune est accueilli et qui collaborent avec le directeur de la protection de la jeunesse peuvent avoir certaines de ces informations. En fait, les policiers, dans le cas que la personne est vraiment à risque de sa personne, peuvent avoir accès à des informations confidentielles. Par exemple, une fugue. Le jeune qui fugue, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans le fond, puis on a un peu des antécédents de risque. Alors, ça se peut que les policiers soient au courant de ces informations-là, afin aussi de devoir, en fait, retrouver le jeune qui est parti de son milieu. Donc, moi, j'ai choisi le droit à la confidentialité vraiment pour faire respecter ce droit-là et que c'est pas parce que tu le dis à ton éducateur que forcément tu veux absolument que ça se retrouve devant les tribunaux et que par la suite, toute ta famille biologique soit au courant de cette information-là. Donc, c'est deux choses différentes. Juste informer de quoi à l'éducateur ou consentir à quelque chose qui ressort devant les tribunaux sans ton accord. Pour moi, le droit à la confidentialité est très important parce que au courant de mon parcours sous la protection de la jeunesse, j'ai réalisé en fait que on ne m'avait pas respecté dans certains de mes choix à garder des informations confidentielles qui ne mettaient pas en jeu, en fait, ma santé physique, psychologique, spirituelle dans ma vie. Alors, juste pour vous donner un exemple, lors d'une partie au tribunal pour une révision, pour voir si je m'en allais, si je retournais en centre jeunesse ou si je retournais dans le milieu familial. J'avais amené à mon avocate le fait d'avoir des questionnements, en fait, sur mon orientation sexuelle. Et un document a été transmis à ma mère concernant ce sujet. Et disons que ça m'a mis à risque, ça m'a mis très anxieuse, ça m'a questionné en fait sur est-ce que j'avais fait le bon choix de m'ouvrir, de faire confiance à des gens qui étaient dans une pièce et qui par la suite en fait révélaient des informations sensibles qui me concernaient, qui ne concernent pas nécessairement tout le monde. Moi, ma mère m'a appelé en panique et c'est moi qui ai dû réparer tout ça, la rassurer. En fait, demander à une personne à l'adolescence de rassurer ses parents concernant son orientation sexuelle ne lui appartient pas. C'est pas une responsabilité qui appartient à l'enfant. Et on m'a tout remis ça dans les mains. Beaucoup de sentiments de culpabilité. En sachant très bien que, en fait, sachant que que ma mère était dans un milieu avec un homme
ayant des tendances de violence, c'est comme si par la suite on remettait tout en question, qu'on devait cacher ce que j'étais en fait pour éviter d'avoir des réactions de sa part. Alors, ce qui m'empêchait de pouvoir être moi-même et de pouvoir en fait être en sécurité dans ce milieu-là. Ça m'a remis beaucoup en question sur ma sécurité, en fait, être en sécurité. On a brisé un lien de confiance, on a brisé une confidentialité qui me mettait dans une insécurité, même si on pense que la confidentialité concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, mais ça n'était pas considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant dans cette fois-ci. Qu'est-ce qui est important de savoir au niveau du droit de communiquer? C'est que tu as le droit de communiquer avec ton avocat. Ce que ton intervenant a le droit de faire, c'est de poser des modalités. Ce qui veut dire de pouvoir mettre des heures d'appel, ce qui veut dire, prenons par exemple de 10 heures à 20 heures, tu pourrais le contacter et ton intervenant ne peut pas refuser ce contact-là. Tant que tu suis ce qui est demandé de ton intervenant, ce qui veut dire les modalités qui est demandé. Les autres personnes avec qui tu as le droit de communiquer, ce sont les personnes de ta famille, ce qui veut dire la fratrie, ta mère et ton père. Par la suite, les autres personnes avec qui que tu peux communiquer, ce sont toutes les personnes alentour de toi. Encore une fois, la seule personne qui peut interdire un interdit de contact, c'est le juge. Et ça se fait devant un tribunal. À partir un peu plus de droit à la communication, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même important parce que moi, comme j'ai plusieurs frères, sœurs biologiques, j'ai pas pu rester tout le temps en contact, soit avec certains de mes frères ou sœurs biologiques, et pour moi, ça, c'était quelque chose que je trouvais ça dur. Et la communication, j'aurais aimé pouvoir l'avoir avec eux pour vraiment soit traverser mes diverses épreuves que j'ai eues durant mon placement ou juste simplement leur donner des nouvelles ou signes de vie, peu importe. Donc, pour moi, c'est vraiment un droit important. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le droit de communiquer? Comme que la plupart d'entre vous pouvez être au courant, c'est la liste d'interdits de contact. Alors, pour une personne comme moi qui était une personne extravertie, qui aimait parler avec les gens de mon école, en fait, et qui voulait parler avec des amis lorsque je revenais de l'école et que j'étais en foyer de groupe. En fait, on me donnait quand même, on me demandait souvent c'était avec qui les personnes que je parlais. Souvent, ça me mettait dans l'embarras parce que je voulais ma privacité. Je voulais garder ça privé, confidentiel. Et souvent, je devais révéler avec qui que je parlais. On se référait souvent à la liste d'interdits de contact pour voir si je pouvais communiquer avec ces personnes-là. Et avant le projet de droiticité, je n'étais pas au courant que seul le juge a le droit de refuser les personnes de contact. Alors, tout ce qui était ami, tout ce qui était famille, autre que le juge qui a refusé ces contacts-là, je pouvais communiquer avec eux. Alors, dans un cas où j'ai à révéler la personne avec qui que je vais communiquer au téléphone, j'avais quand même le droit de parler à cette personne-là parce qu'elle n'était pas inscrite ou inscrite dans la liste. Et ça, pour moi, c'est quand même important d'être au courant de ces informations-là parce que ça m'aurait permis au moins de pouvoir rassembler mon courage et de questionner l'intervenant sur le fait que j'ai le droit de parler à cette personne-là, même si ça ne fait pas nécessairement
ton affaire ou que tu as l'impression que c'est une mauvaise personne dans mon entourage, on aurait dû passer par un processus où que moi, je contacte mon avocat, en fait, pour contester cette décision-là et qu'on passe par un processus pour aller au tribunal pour que l'éducateur ou le travailleur social ou la travailleuse sociale puisse mener sa cause.